Vous êtes bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Premier jour des soldes aujourd'hui. À Marseille, cette année, le centre-ville doit faire face à une nouvelle concurrence de taille, celle des terrasses du port. Quel impact pour les commerçants? Nous verrons ça dans ce journal. Dans le Gard, le collectif Solidarité Rome se mobilise pour demander au pouvoir public d'aider des familles d'un campement qu'il qualifie de camp de la honte. C'est un camion des compagnons Emmaüs qui sert une soupe populaire sur le haut de la Canebière à Marseille. La soupière est priée d'aller voir ailleurs. Elle ne correspond pas au projet de la mairie du premier secteur. Et puis, des drones qui détectent le manque d'eau et les mauvaises herbes dans les cultures agricoles. Une innovation montpelliéraine à découvrir dans cette édition. On commence donc avec les soldes d'été. Elles ont débuté aujourd'hui dans un contexte un peu particulier à Marseille, puisque pour la première fois, les boutiques du centre-ville vont devoir faire face à la concurrence des terrasses du port. Et ce grand complexe commercial ultra moderne risque de faire de l'ombre aux boutiques plus traditionnelles. Reportage Samia Belbachir. D'un côté, le centre-ville historique et ses dizaines de boutiques. De l'autre, les terrasses du port et sa concentration de services. C'est la première fois que les deux s'affrontent directement. Et ces 5 semaines de soldes vont permettre de connaître le grand gagnant du shopping, la zone commerciale qui attirera le plus de Marseillais. Moi, je dis qu'on est une chance pour le centre-ville et qu'on est vraiment la locomotive qui va faire du centre-ville de Marseille un centre-ville attractif en matière de shopping et rayonnant. On draine et on attire des gens qui seraient peut-être pas restés sur Marseille ou qui seraient peut-être pas venus sur Marseille pour faire du shopping, des soldes, et qu'on ait une vraie chance pour Marseille au niveau destination shopping. Une chance pour Marseille, mais une concurrence risquée pour les boutiques du centre-ville. Nous avons aussi une mission ici, c'est de protéger le centre-ville historique de Marseille. Ça peut être un danger, donc il faut en être conscient, il faut déjà le mesurer, et nous travaillons avec la ville sur des mesures pour justement revigorer aussi le centre-ville historique. Pour l'instant, pas trop d'inquiétude entre les terrasses du port et le centre-ville, le choix est déjà fait. Le centre-ville. Parce que j'ai plus l'habitude. Ça reste quand même le centre-ville, le best des magasins. La terrasse du port, franchement c'est beau, c'est à voir, tout ça. Il y a des boutiques en plus qui rendent service, mais le centre-ville. En attendant de savoir qui remportera le match des soldes d'été 2014, ce sont les enseignes qui sont présentes à la fois dans le centre commercial et dans le centre-ville qui sont les grandes gagnantes de la rencontre. Direction le Gard à présent avec la mobilisation du collectif Solidarité Rome, une action pour aider des familles roumaines. Les bénévoles ont remis des courriers aux responsables politiques nîmois pour les informer sur ce qu'ils appellent le camp de la honte. 47 personnes vivent sur ce campement, dont 17 enfants. Certaines familles sont présentes ici depuis 10 ans sur cette commune de Nîmes et aux alentours. Réaction au micro d'Alain Belon. Qu'un des pouvoirs publics ne se sent investi de la compétence pour trouver seuls des solutions. Tous les pouvoirs publics locaux qui interviennent sur chacun sa compétence, mais sur la ville, doivent se réunir pour trouver ensemble des solutions. C'est un camion vert pomme facilement reconnaissable. Depuis le mois de février, il s'installe le matin en haut de la Canebière pour servir des repas aux plus démunis. Problème, la soupière de la communauté Emmaüs dérange la mairie du premier secteur de Marseille. Cette soupe populaire ne serait pas en adéquation avec le projet de requalification de la Canebière. Les explications avec ce reportage de Marguerite Kioch. Une bonne soupe, pour certains, le seul repas chaud de la journée. En plus du petit déjeuner servi depuis le mois de février, Emmaüs distribue désormais à manger de 11h à 13h tous les jours sur la Canebière. Malgré l'avis défavorable de la mairie de secteur qui ne souhaite plus voir le camion vert sous ses fenêtres. Ça, c'est pas pour s'amuser, hein. Il n'y a pas d'alcool, rien du tout. Hein. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal, seulement ça gêne quelque part, je ne sais pas pourquoi. Pour l'association, la distribution de repas répond à un réel besoin, pas seulement de SDF, mais aussi d'habitants pauvres du quartier. L'abbé Pierre a dit une phrase très juste, il faut faire la guerre à la pauvreté et ne pas faire la guerre aux pauvres. Nous faisons la guerre à la pauvreté. Si ça se voit, eh bien tant mieux. Je veux dire que les touristes du monde entier qui viennent à Marseille, qui trouvent que c'est une belle ville, qui constatent que c'est une ville pauvre, parce que ça se constate, voient qu'il y a effectivement dans Marseille des gens qui se lèvent pour
essayer de lutter contre cette pauvreté, ça me paraît plutôt une excellente nouvelle. La soupière ne serait pas compatible avec les projets de revitalisation du haut de la Canebière, selon la mairie. Sabine Bernasconi veut en faire un haut lieu touristique. Il faut mettre en place un dispositif d'aide au SDF de manière pérenne. Il faut certainement le prévoir ailleurs. Pour une opération d'été, une opération ponctuelle, bien sûr que j'aurais été favorable, mais pas pour quelque chose qui doit s'installer dans le temps. La mairie propose par exemple que la soupière s'installe chaque jour à un endroit différent du 1er arrondissement. Une réunion est prévue lundi avec Emmaüs. On en vient maintenant à la mobilisation des militants du réseau Éducation sans frontières. Ils se sont réunis devant la préfecture des Bouches-du-Rhône cet après-midi. Un rassemblement de soutien à une dizaine de familles qui risquent l'expulsion et dont les enfants ne pourront plus être scolarisés en septembre prochain. Kim Rodriguez, Justine Chauvin. C'est une petite victoire pour les réseaux d'éducation sans frontières qui s'est une nouvelle fois mobilisé devant la préfecture. Les lycéens qui obtiendront leur bac se verront délivrer un titre d'étudiant. Donc c'est une excellente nouvelle et voilà, et je suis très heureuse pour elle parce qu'elle est méritante et voilà, je suis simplement heureuse pour elle. Les critères pris en compte par les autorités sont l'excellence, l'assiduité scolaire, l'implication dans la vie sociale et l'investissement des parents. Ce n'est malheureusement pas toujours aussi simple quand on ne détient pas de titre de séjour. Pour les plus petits, on a évoqué des situations d'extrême précarité concernant ces écoliers et leurs parents. Savoir que malheureusement, expulsés de leur logement, certains en arrivent à devoir dormir dans des parcs, sérieusement. Là, on est dans le réel. Et continuer la scolarisation des enfants, malgré tout, c'est un exploit. Ces familles le font. Il faut pouvoir leur donner un petit coup de pouce et les aider. Le collectif Réseau d'éducation sans frontières fêtera ses 10 ans demain. Un long combat dont personne ne voit l'issue. Pas d'examen pour les candidats au permis de conduire. Aujourd'hui, les inspecteurs étaient en grève dans toute la France à l'appel de Force ouvrière, de l'UNSA et de la CGT. En Languedoc-Roussillon plus particulièrement, environ 85% des inspecteurs ont cessé le travail. Ils se sont notamment rassemblés devant le centre d'examen du quartier du Millénaire à Montpellier pour dénoncer la réforme du permis de conduire. Une réforme qui doit permettre de réduire les délais de passage. Mais pour les manifestants, il s'agit d'une privatisation pure et simple de l'examen. Écoutez. Alors à l'heure actuelle, il faut savoir que les examens du permis de conduire sont gérés par l'État, donc ils sont gratuits et l'État est quand même garant en principe de l'égalité de traitement entre les usagers. Or, en devenant privé, en externalisant ces missions, il y aura bien sûr un coût pour l'usager puisque l'examen deviendra payant et il y aura également probablement d'autres soucis en termes d'égalité de traitement puisque le service sera géré par des entreprises privées. On passe maintenant au résumé de l'actualité nationale. Florence Giroux. 3 heures de délibéré et un acquittement. La cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques a acquitté Nicolas Bonnemaison de la totalité des 7 faits d'empoisonnement qui lui étaient reprochés. L'ancien urgentiste avait en charge des patients en fin de vie, très âgés pour la plupart. Les juges ont reconnu que l'homme avait procédé lui-même à des injections sans en informer l'équipe soignante, mais qu'il n'avait pas l'intention de tuer ses patients. Elle a définitivement perdu son combat. Après 4 ans de procédure, la Cour de cassation a bel et bien confirmé le licenciement de Fatima Afif, la salariée de la crèche Baby Lou dans les Yvelines, revenue voilée après un congé parental. La directrice adjointe de la crèche l'avait licenciée car elle refusait d'enlever son voile. La Cour a rappelé que selon le Code du travail, une association peut restreindre la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses si cela est justifié, notamment par la nature des tâches à accomplir. Normal Sup s'en mêle dans son concours. Ils avaient été déclarés admissibles au concours des écoles normales supérieures, mais 10 jours après les résultats, 20 candidats sur 1400 apprennent qu'en réalité, ils sont recalés. Et ce n'est pas tout. 37 autres jeunes censés avoir échoué ont finalement été déclarés admissibles. La faute à qui? Au report des notes d'une épreuve écrite de mathématiques commune au concours d'entrée des 4 ENS. Un nouveau chapitre s'ouvre en Corse. Le Front de Libération Nationale de la Corse vient d'annoncer l'abandon de la lutte armée. Et ce n'est pas tout. Le groupe séparatiste clandestin a aussi annoncé enclencher un processus de démilitarisation ainsi qu'une sortie progressive de la clandestinité. Retour à votre actualité locale. Détecter les mauvaises herbes, évaluer les besoins en eau
prévenir les maladies, autant de possibilités qu'offre la surveillance des cultures agricoles par des drones, des applications développées notamment par l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, l'ISTERA à Montpellier. Céline Durchon et Lucie Séconi ont fait ce reportage. Regardez. Les drones, une nouveauté pour les domaines agricoles et environnementaux. On ajoute à la machine des tas de capteurs différents, des cibles placées sur le terrain repérées par le GPS et le tour est joué. L'hélicoptère miniature construit une orthophoto en autonomie. Vous êtes sans doute déjà utilisateur d'outils comme Google Maps, Live Maps ou Google Earth qui sont des globes virtuels. Et bien finalement pour faire ces globes virtuels, ces sociétés sont obligées de faire des orthophotos. Ça veut dire que chaque photo est dans son système de coordonnées. Quand on met l'autre à côté, eh bien elle se raccorde correctement et on peut naviguer comme ça sur l'ensemble de l'espace. Mesurer la température des plantes à l'aide de caméras thermiques, le besoin en eau d'une culture ou encore la surveillance en montagne à l'aide d'ultraviolets, autant d'applications que ces scanners laser peuvent réaliser. Il a fallu 2 ans à la société L'Avion Jaune pour mettre au point cette technologie. C'était une demande de plusieurs chercheurs et personnes, je dirais, dans le domaine de la foresterie et dans le domaine de l'étude de la végétation, d'avoir un capteur, donc un scanner laser qui permette de scanner la végétation depuis un drone. Avec cette nouvelle technologie aérienne capable, entre autres, de réaliser des calculs de relief très précis, il semblerait que des solutions environnementales soient envisagées. On termine avec la 6e édition de la fête de la biodiversité qui se tient jusqu'à demain sur l'esplanade Charles de Gaulle à Montpellier. L'occasion pour le CIRAD de présenter PlanteNet, une application pour smartphone développée par des chercheurs montpelliérains et qui doit permettre d'identifier les plantes, les fleurs et les feuilles à partir de simples photos. Écoutez. L'utilisateur soumet un certain nombre de photos d'une plante qu'il cherche à déterminer, dont il cherche le nom, et le système va lui restituer une liste ordonnée de noms possibles en fonction des images qu'il soumet. On peut prendre jusqu'à 5 photos pour une même plante, illustrant différents motifs visuels de fleurs, feuilles, fruits et tiges. Et donc en fonction du nombre d'images qu'on va mobiliser pour la requête visuelle, on va avoir des temps de réponse plus ou moins longs.